Donc il y a un premier moment d'intervention qui va démarrer maintenant. Ensuite, on vous présentera les actualités du programme comme à l'habitude et on terminera par un échange. Il y a plusieurs moments d'échange au moment de cette conférence. Bien, bonjour à tous. Est-ce que le micro fonctionne, je crois. Je suis Thomas Desroches, je travaille à la direction générale de l'offre de soins. Je suis sous-directeur de la régulation dans cette direction. Et donc, c'est donc dans cette sous-direction que nous suivons avec l'ASIP Santé le développement de ce programme SISAMU. Donc on est très heureux aujourd'hui de faire ce point d'étape avec vous, depuis les dernières avancées qui avaient été présentées déjà en décembre lors de la dernière conférence des SAMU. Et vous le savez, avec le programme SISAMU, on a fait un choix très ambitieux. Et ce choix ambitieux, on est pleinement engagé pour le faire réussir avec l'ASIP Santé. Actuellement, il y a des choses qui se passent sur le terrain. Vous en êtes tous les témoins, notamment le développement, le déploiement aujourd'hui du portail SISAMU, qui est destiné à équiper l'ensemble des SAMU et à être utilisé à la fois pour partager des informations au quotidien et comme outil de gestion de crise pour les SAMU dans lesquels vous travaillez. Et la mise à disposition de ce type de service vise à vous apporter rapidement de nouvelles fonctionnalités dans l'attente évidemment de la solution complète SISAMU qui elle est destinée à remplacer carrément vos outils existants. On connaît vos attentes à ce sujet, elles sont grandes. Vos représentants ici présents, que je salue, ont pu nous l'exprimer très régulièrement, ainsi que plusieurs d'entre vous dans la salle que nous croisons régulièrement dans le cadre de ces travaux. Et donc, on a tenu ce matin à vous faire part finalement des jalons qui sont encore devant nous, mais qui s'approchent et qui sont de plus en plus concrets. Et c'est le cas notamment de la mise en production du bandeau téléphonique. Ce sera un peu le cœur de la présentation que l'ASIP Santé fera en suivant cette introduction, qui incarne l'intégration finalement entre la brique téléphonique et la brique logicielle du programme SISAMU, et dont on aura donc un aperçu très complet à la suite de cette introduction. Le franchissement de cette étape clé, qui représente finalement un très grand défi technique, et c'est le défi qui est au cœur de la réussite de ce programme SISAMU, doit se faire d'ici la fin de l'année, avec donc la finalisation de ce bandeau et son installation à Mulhouse. La présentation qui va suivre, et notamment donc la démonstration de cette première version du bandeau qui a été mise au point, donc sera l'occasion de témoigner d'avancées concrètes qui se font, et donc des premières réalisations de ce programme, ce dont on doit évidemment se réjouir. On est conscient de l'enjeu, évidemment, par ailleurs, de sécuriser la suite du programme, et donc on a mis un certain nombre de jalons en place qui seront à surveiller dans les mois qui viennent pour garantir sa réussite. Et nous travaillons actuellement avec l'ASIP Santé à l'établissement d'une nouvelle trajectoire de déploiement qui évidemment fera l'objet de concertations avec vous, sur lesquelles nous reviendrons. Donc on est pleinement engagé dans ce travail de redéfinition d'un calendrier. Et la Direction générale de l'offre de soins, qui est une maîtrise d'ouvrage stratégique, la maîtrise d'ouvrage opérationnelle est du côté de l'ASIP Santé, son rôle à la DGES comme maîtrise d'ouvrage stratégique, c'est de veiller au respect des grands principes du programme qui constitue donc une responsabilité forte pour nous comme pour l'ASIP Santé, du fait de la taille de ce programme, de sa complexité, du temps qui est consacré, tant par vous dans les SAMU, tant par les équipes ou dans les ARS, que par toute la grande équipe de l'ASIP Santé pour ce grand programme. Donc je vous propose de céder la parole pour aller maintenant un petit peu plus dans les éléments concrets à Pascal Sauvage pour vous présenter un petit peu les grands enjeux de la présentation. Oui, merci Thomas. Donc, je suis Pascal Sauvage, directrice de l'ASIP Santé, qui a vocation à devenir l'agence du numérique en santé. C'est ce que Madame la ministre Agnès Buzyn a présenté le 25 avril dernier à l'occasion de la présentation des grandes orientations de la feuille de route du numérique en santé. Je vais être très rapide puisque je vais reprendre, et c'est heureux, à peu près les mêmes éléments que ce que Thomas Desroches vient de vous présenter. En effet, depuis un an maintenant, peut-être voulez-vous intervenir? Bonjour non, madame. Non, après vous. Bienvenue. Merci.
En effet, on a franchi un nombre considérable d'étapes. Il y a 1 an, on était encore en phase de conception, réalisation de la solution. Et on était en phase aussi de réflexion sur comment optimiser la trajectoire. Aujourd'hui, 1 an après, on a livré, comme prévu, le portail fin 2018. Donc un portail, comme on le verra tout à l'heure plus en détail, qui est aujourd'hui en phase 2 de déploiement. D'autre part, on a poursuivi la sécurisation de l'acheminement des appels via le service OTN, opérateur de téléphonie nationale. Donc voilà, il y a 1 an, on avait 3 sites. On en a 9 équipés en fonctionnement aujourd'hui. Et puis surtout, le bandeau de communication qu'on est très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui via une petite vidéo qui va durer une quinzaine de minutes, qui va vraiment vous présenter de manière très lisible comment justement on arrive à articuler une somme de complexité, téléphonie d'une part, applicative d'autre part, pour la rendre le plus simple d'utilisation possible. Voilà, donc on va pouvoir vous présenter ce petit film dans quelques instants. Voilà, donc beaucoup d'étapes ont été franchies. Pour autant, il reste encore du chemin à parcourir, comme l'a dit Thomas Deroche, sur 2 grands axes. Un premier axe qui est consolider avec les industriels la solution pour répondre parfaitement aux exigences du 15 d'ici la fin de l'année. Le deuxième axe, c'est continuer à sécuriser la trajectoire en affinant progressivement la solution logicielle. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vision de ce film. En donnant la parole, madame. Merci. Agnès Ricard-Rébon, donc présidente de la société. Alors la Société française de médecine d'urgence accompagne ce projet depuis le début sur le plan scientifique. Il y a beaucoup d'attentes, il y a surtout beaucoup de confiance dans le programme. Sur le plan scientifique, il y a clairement dans les 10 ans à venir une révolution du numérique qui va faire que ce qu'on a connu va être complètement différent. Et ce qu'on attend de ce programme, c'est de nous aider évidemment dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. J'ai beaucoup insisté sur ce sujet lors du discours à la ministre hier. Tout ce qui peut nous aider à améliorer l'homogénéité des pratiques et le numérique va nous aider à améliorer cette qualité de la réponse est bonne à prendre, et on a beaucoup de confiance dans ce programme pour ça, mais également sur tout ce qui est recherche. À l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de difficultés avec nos outils actuels à faire des extractions pour faire de la recherche en régulation médicale, mais lorsqu'on veut faire évoluer les pratiques médicale, mais également faire évoluer la réflexion, je dirais, politique. La réflexion politique, elle s'appuie sur des données scientifiques, et c'est le rôle de la Société française de médecine d'urgence de donner ces datas scientifiques pour faire évoluer les décisions politiques. Et en régulation médicale, il y a vraiment besoin de ces données. On attend beaucoup de ce programme pour pouvoir avoir une vision nationale de l'ensemble de ce que peut apporter la régulation médicale sur le service rendu à la population, qui est énorme mais qu'on ne montre pas assez. Et donc voilà, je voulais insister sur ce point. Merci Agnès. Bonjour à tous, Sébastien Bachem, je vais dire un tout petit mot, mais ça va être rapide parce que le programme est chargé. D'une part, effectivement, Agnès, le système va permettre, quand il sera à pleine voilure, de constituer une base nationale vraiment première de tous les cas d'urgence, et on serait un des premiers pays au monde à avoir une base de données sur ce type de problématique et de pouvoir la travailler. Et donc, c'est aussi vraiment une des forces du programme SI-SAMU. Autre point, je voulais juste souligner aujourd'hui la présence dans la salle de nos amis industriels qui nous accompagnent à la ZIP pour construire le programme. D'un côté, bien sûr, les acteurs de Orange Healthcare avec notamment Élie Lebel et toute l'équipe qui est là avec Gilles, Christophe, voilà, qui sont parmi nous, et bien sûr nos amis de Worldline qui sont présents là-bas avec Pascal Dumont et bien sûr Bertrand Pochet, Yvon Drouveau et Adrien Schreck.
Voilà, donc vous pourrez aussi avoir l'occasion d'échanger avec eux. Je me tais et je vous laisse démarrer ce beau moment. Merci à vous tous. Oui, installez-vous, ce serait mieux, je pense. On viendrait après avec François pour la fin de la discussion. On aura un moment d'échange, je disais, et que vous voyez sur ces diapositives. Je vais vous faire la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je représente le métier au Centre d'expertise fonctionnelle et Nicolas Biodet, le déploiement. Il dirige le centre de déploiement. Donc, une première partie sur l'actualité de nos développements réalisés et déploiements réalisés. Et puis, une deuxième sur la construction de la solution complète. La première partie parle des 4 services fonctionnels qu'on doit mettre en place avant et pendant la construction de la solution complexe. Vous en rappelez, on en a 4. Les 2 premiers sont fusionnés dans ce qu'on appelle le portail collaboratif, qu'on utilise tous les jours en situation nominale pour bien l'utiliser en situation de crise. Et puis, le troisième, donc, l'opérateur de téléphonie nationale, l'acheminement, qu'on appelle OTN, de son petit nom, et le quatrième, qui est la star de cette conférence, le bandeau de communication. Alors, pour ce qui est du déploiement du portail SI-SAMU, donc avec des versions, les versions logicielles. Aujourd'hui, on en est à SF2.1.1, puisqu'on a déjà fait une mise à jour de cette version applicative. Il s'agit d'une première entrée dans le SI-SAMU avec 3 fonctions majeures. La première, c'est de collaborer dans les groupes auxquels on appartient avec des mains courantes qui permettent de lister les informations. La deuxième, c'est d'échanger en messagerie instantanée de manière assez simple entre utilisateurs connectés ou pas. Et la troisième, c'est de rentrer dans la gestion des événements de la vie de tous les jours pour être prêt lors d'une crise. Et à l'intérieur de ces événements, avoir la partie collaborative et puis la gestion des patients. Alors, le déploiement du portail SAMU, aujourd'hui, il est concret sur le territoire. Je vais dire, on est même plus concret que le déploiement parce qu'on a déjà 2 sites qui sont aujourd'hui en service, 2 sites qui étaient pilotes, Nantes et La Roche-sur-Yon. On avait prévu un déploiement en 3 phases. Donc, d'abord avec une première phase pilote Nantes et La Roche-sur-Yon dans la continuité d'un pilote des usages qui a été fait sur les outils collaboratifs sur les années 2017 et 2018. Et donc on a poursuivi ensuite dans une démarche qui vise à déployer dans un premier temps, dans une dynamique zonale, un certain nombre de SAMU, donc SAMU de zone et SAMU présents dans des zones particulières, SAMU de grande agglomération, avec charge à eux ensuite de démultiplier la formation qu'ils ont reçue de la part de la ZIP Santé auprès de leur SAMU de zone. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de SAMU qui sont inclus dans cette démarche de déploiement, avec des opérations qui sont portées par le centre de déploiement auprès de ces acteurs pour la mise au prérequis sur leur poste de travail, l'accompagnement au niveau de l'accompagnement au changement en termes de formation, et puis également un accompagnement sur les volets conventionnels et liés à la RGPD qui sont également en cours avec les acteurs sur le terrain, en concertation également avec le ministère et le FSSI pour accompagner tous les sujets, tous les questionnements qu'il peut y avoir sur le terrain par rapport à l'arrivée de la nouvelle solution dans les établissements de santé. Donc aujourd'hui, côté déploiement, on a un accompagnement très fort auprès des acteurs. Donc on a un certain nombre de personnes au sein des équipes qui accompagnent l'ensemble des SAMU, des établissements de santé pour faire la mise au prérequis des postes de travail qui vont être utilisés pour utiliser le portail SI-SAMU. C'est un accompagnement au plus proche possible des acteurs sur le terrain. Les choses sont parfois un petit peu difficiles, mais on est là aussi pour démystifier l'ensemble de ces problématiques. Sur la partie conduite du changement, on met à disposition des acteurs du matériel pédagogique, un corpus documentaire assez conséquent pour que tout le monde soit autonome, à la fois dans l'utilisation du portail, mais également pour dispenser des formations auprès des futurs utilisateurs. Et on met à disposition un environnement bac à sable, un environnement de formation sur lequel l'ensemble des utilisateurs, avant de rentrer dans le grand bain donc de la solution en production, sont en mesure de pouvoir se tester et pratiquer un petit peu avant la mise en service. Donc aujourd'hui, le déploiement est en cours pour les SAMU de la vague 2. On
on espère avoir d'ici la fin de l'année l'ensemble des SAMU de la vague 2, donc les 20 SAMU que vous avez pu voir sur la carte de France tout à l'heure déployés, et dans la mesure du possible, l'ensemble des SAMU qui sont intéressés pour utiliser le portail SAMU peuvent nous contacter côté déploiement pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement nécessaire à la mise en service du portail dans leur organisation. Aujourd'hui, par rapport aux SAMU qui ont déjà été formés, donc on a quelques éléments chiffrés. On a fait un tour de France auprès de 13 CRRA. On a également formé les organisations ARS à l'utilisation du portail. Donc on a formé directement 183 utilisateurs au travers de 35 sessions de formation. Les retours qu'on a à la fois en Cali et Canty, c'est que les gens se sentent très autonomes. Frédéric a pu le présenter dans les sessions précédentes des conférences des SAMU. Le portail SAMU est un outil très simple à utiliser, et c'est sa vocation d'être simple à utiliser pour qu'ensuite, en situation de crise, il n'y ait pas besoin de sortir des boucles de procédures compliquées pour être utilisé de façon opérationnelle. Si on regarde les usages aujourd'hui, donc on a 2 SAMU Nantes et La Roche-Chalon qui l'utilisent au quotidien, avec un certain nombre de messages qui sont posés aujourd'hui 2 en moyenne par SAMU dans la main courante, donc au niveau de la collaboration au sein des SAMU. Et puis ce qui est plus notable peut-être, c'est la création des événements qui sont faits à la fois en programmé et en réaction à un événement pour pouvoir gérer les crises sur le territoire. Donc les chiffres, malgré le fait qu'on a aujourd'hui que 2 SAMU qui sont déployés, sont plutôt encourageants, et le fait de disposer à terme de beaucoup plus de SAMU permettra de gérer plus de collaboration, plus d'événements de crise qui sont sur des zones qui comprennent plusieurs territoires. Donc la dynamique, dès lors qu'elle sera enclenchée, permettra d'augmenter de façon importante ces premiers chiffres. Alors effectivement, on a 2 SAMU déployés, un qui travaille dessus en routine maintenant. Joël Jeanvrin pourra peut-être nous dire tout à l'heure sa perception des choses et comment on peut dynamiser l'usage, comment identifier une personne porteur de cette collaboration. Il y a des personnages clés dans les agents du SAMU pour vraiment animer ce réseau social, commencer par des petits usages pour les faire grandir. Et puis on sait que la vie est difficile dans les SAMU, ce qui explique les difficultés de La Roche-sur-Yon à se mettre en place. Et puis vous voyez que les conventions ont été signées, qui est un enjeu clé majeur. Il n'y a pas que le poste de travail, il y a faire signer les conventions, ça prend du temps, ça occupe des gens qui sont par ailleurs très occupés par RGPD et tout ça. Tous ces gros mots qu'on ne comprend pas, et voilà. Alors, le portail a une deuxième étape qui va arriver. Il y a une mise à jour qui va se passer en septembre, qui va améliorer les choses au travers des retours métiers très forts qui ont été faits très rapidement, au travers des formations, et régler certains problèmes, permettre à la PHP d'arriver au travers de ces usages un peu particuliers. Et puis, début 2020, au cours du premier trimestre, probablement dans la deuxième partie du premier trimestre, va arriver la gestion des patients. Vous maîtriserez vous aurez réussi à signer la convention, à paramétrer vos postes, à configurer vos utilisateurs, à commencer les usages, créer des événements du quotidien. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir gérer dans ces événements l'accostage avec Civic et Sinus, puisque vous allez pouvoir lier l'événement civique en rapport avec l'événement SI-SAMU depuis le SI-SAMU. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser Civic pour le faire comme aujourd'hui. Et puis, accrocher les événements Sinus concernés pour récupérer dans le portail les patients que vous voyez là. Ça sera probablement la star de la prochaine conférence, ce module-là. On va s'organiser pour vous présenter les choses de manière un peu interactive. Et donc gérer les patients pour préparer l'orientation hospitalière quand vous êtes en phase de régulation, les gérer dans la salle de crise ou sur le terrain si vous avez un poste de régulation médicale déporté, avancé ou mobile. Ça dépend des appellations des SAMU. Alors la communauté métier est fortement impliquée. Vous avez été sollicité récemment sur deux autres projets. Le premier, c'est finalement faire envie de se connecter au portail SI-SAMU. Donc il y a eu une enquête qui a été faite. Vous avez été très nombreux à répondre, plus d'une centaine, pour commenter les 3 propositions qui vous ont été faites, qui ne sont pas retenues en tant que telles, mais qui ont permis d'aboutir à celle-ci, qui est
un mélange des choses, parce que utiliser le SI-SAMU, c'est d'abord avoir une bonne tête et pas une approche industrielle qui est il fallait se connecter, on avait fait un premier pas qui permettait de se connecter, et là vous voyez la télécouleur arrive. Alors je vais essayer de ne pas me planter. Et puis le deuxième, c'est un projet porté par le Centre d'expertise fonctionnelle et votre représentation professionnelle, qui est de se dire, eh bien, on va faire quelque chose de simple, une banque de liens qui permet à tous d'avoir les liens utiles à la régulation médicale en parallèle du développement du SI, parce que finalement, c'est facile de faire ça, c'est à la portée de n'importe qui, puisque le Centre d'expertise fonctionnelle l'a fait. C'est très important que dans notre quotidien de tous les jours, en se connectant sur si-samu.org, on ait déjà ces outils. Si vous avez mis vos postes de travail au prérequis du poste de travail SI-SAMU, vous pouvez accéder au DMP. Aujourd'hui, il y a un rouleau compresseur qui est le déploiement, plus de 6 millions de DMP, des gens qui nous demandent d'accéder au DMP. Si vous êtes au prérequis SI-SAMU et que vous avez mis ça, eh bien vous connectez sur DMP professionnel, bien sûr, vous avez accès au DMP de votre patient, au guide de régulation également, comme on en a pu parler. Et puis, vous aurez les nouveautés ici, par exemple, si j'y arrive. Normalement, voilà, quand je clique, ça s'ouvre. Voilà, on sait ce qui arrive. Vous voyez, il y a une petite dizaine de SAMU aujourd'hui qui sont sur le portail. Beaucoup plus qu'ils l'utilisent, j'ai appris. Et puis, il y a des gens qui ont des gros besoins. Par exemple, ici, le SAMU 86, que vous savez, très dynamique. Voilà leur page de lien. Comme ils en ont beaucoup, on leur a fait une page particulière. Il y a des problématiques d'espace maritime avec des... Enfin, vraiment, allez découvrir ça et faites-le vivre. C'est votre outil. Et c'est aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre, dès maintenant. Voilà, pour ce qui est du portail et de ces nouveautés. Parlons maintenant de l'acheminement téléphonique d'OTN, l'opérateur de téléphonie nationale. Donc sur l'opérateur télécom national, on est aujourd'hui en déploiement industriel, puisqu'on a déjà passé la phase pilote, on a Tarac, le premier SAMU qui a été déployé, celui de Bayonne, début 2018, suivi par ensuite 2 autres pilotes de Nantes et La Roche-sur-Yon. Donc aujourd'hui, 9 SAMU ont été déployés sur l'opérateur télécom national. On a 9 autres SAMU qui sont aujourd'hui inclus dans le dispositif de déploiement, plus ou moins avancés par rapport à leur échéance de mise en service. On a vocation à déployer OTN phase 1, donc qui est uniquement la partie acheminement et fourniture du service de statistique, vocation à déployer donc 18 SAMU à horizon fin d'année. Et pour certains SAMU, vont devoir attendre ce qu'on appelle la phase 2, parce qu'il y avait des histoires de compatibilité par rapport à l'offre de service fournie par l'opérateur télécom national qui était en collusion avec des services existants téléphoniques dans le SAMU. On a d'autres SAMU qui doivent attendre l'OTN phase 2 qui va permettre de mettre en place des stratégies métiers, donc stratégies d'articulation et d'entraide. Donc c'est ce que nous on appelle dans notre jargon l'OTN phase 2, qui est simplement un deuxième service associé à l'opérateur télécom national, avec un horizon de déploiement, horizon fin d'année pour les premiers pilotes de Nantes et de Laval, et ensuite une généralisation début 2020. Et donc ça, pour la partie, ce qu'on appelle intra-AES, donc la sécurisation de l'acheminement des flux téléphoniques avec un reroutage au sein de l'établissement de santé, puis le volet intercra qui permettra de sécuriser l'acheminement des flux téléphoniques en mettant en place des routages de secours avec des projets métiers, avec d'autres SAMU limitrophes. Alors OTN, c'est de l'acheminement, c'est aussi des statistiques, donc des appels avant l'arrivée sur vos centraux téléphoniques. La communauté métier a choisi de pooler et d'avoir un seul rapport pour tous les SAMU et tous les CRA connectés à OTN, donc à l'opérateur. Et donc vous voyez ici un exemple, c'est un outil dynamique qui permet, on a un fichier par mois, on peut avoir des demandes plus fréquentes en cas de problème. C'est un fichier dynamique qui permet de sélectionner les grands flux, les SAMU, et qui est accessible aujourd'hui. Vous avez tous un compte sur Office 365. On peut charger avec Power BI et visualiser et faire bouger dans la durée ces données. Je ne vous fais pas de démo là, on peut le faire sur le stand si vous voulez, comme pour le portail. On a déjà fait de nombreuses démonstrations. Venez sur le portail, vous utiliserez le portail SI-SAMU et vous verrez en concret, on vous fait marcher. Il y a toute une équipe sur le portail avec le déploiement et le centre d'expertise fonctionnelle. Voilà.
Je vais rapidement sur les prochaines étapes parce que j'ai déjà défloré le sujet tout à l'heure. Donc on a vocation à déployer 18 SAMU à la fin de l'année et ensuite on finira un scope de 22 SAMU à horizon début 2020. Pour ceux qui s'en rappellent, initialement on avait prévu de déployer 30 SAMU sur le service opérateur télécom national. On a un petit caillou qui s'est logé dans notre chaussure sur le déploiement de ces 30, particulièrement pour 8 d'entre eux qui ne sont pas compatibles avec le service que l'on offre. Donc on est en train de travailler aujourd'hui avec notre partenaire OBS pour déterminer les conditions de mise à disposition de ce qui intéresse beaucoup la communauté, c'est-à-dire le service statistique, en proposant un service équivalent. Donc aujourd'hui, il y a cette réflexion technique qui est en cours et ensuite des travaux communs avec la DGOS pour arbitrer sur le déploiement de ce service statistique au-delà de ce périmètre de 30 SAMU. Dernier service fonctionnel déployé et développé en avance de phase, le bandeau de communication. Alors aujourd'hui, ce bandeau est développé. Il est, comme vous le savez, à chaque fois qu'on développe quelque chose, en phase de consolidation, de correction des derniers bugs. Il est en production sur ce qu'on appelle le CRAT test, c'est-à-dire à l'intérieur de la ZIP Santé, dans la tour Pitard, là, à côté de Montparnasse. On a, la ZIP Santé a construit l'équivalent technique d'un SAMU, avec un autocom, un gestionnaire de voix radio, des postes de travail, donc des PC bien sûr, et donc ce qui permet d'avoir un environnement technique correspondant. C'est d'ailleurs ce que vous allez voir. Le film a été filmé dans ce CRAT test qui est donc opérationnel et qui sert à faire les derniers réglages. Et puis l'objectif est d'aller faire la même chose à Mulhouse, et c'est donc l'enjeu de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est quelque chose de réel fait sur ce CRAT test où on a choisi, pour que ça parle à tout le monde, de décrire des cas d'usage, des cas métiers, des vraies histoires qui sont arrivées. Alors rassurez-vous, les noms ont été changés, vous n'allez pas faire de la régulation médicale, on a coupé, mais eux ont joué, hein, des vrais assistants de régulation médicale, des vrais médecins urgentistes que vous allez reconnaître, si vous en connaissez un certain nombre, ont joué le jeu de dérouler les choses, et puis le centre d'expertise fonctionnelle et le déploiement a joué le jeu d'essayer de vous expliquer les choses au moment de la vidéo. Il y a une introduction faite par celui qui est le chef d'orchestre de la construction du produit, le chef de produit, Thomas Hed, et puis il y a une conclusion par notre directeur de programme, Michael Huyer. Alors, on pourrait faire un peu d'échange sur un peu d'échange sur ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, hors bandeau de communication. Joël, tu veux nous parler un peu du déploiement et des usages? À quoi ça sert? Bonjour à tous. Ça marche pas le son? Si. Non, mais c'est que le monsieur est rentré dans la salle. Un petit retour d'expérience sur l'usage du portail, sa mise en place au sein du SAMU Centre 15 de Loire-Atlantique. On a d'abord bénéficié d'un accompagnement par l'ASI pour la mise en place du portail, qui est un outil qui est devenu aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé au quotidien aujourd'hui et qui est devenu indispensable dans l'organisation, le fonctionnement du service. C'est une main courante qui nous sert pour tout un tas de choses, diffuser de l'information, en particulier sur la disponibilité ou l'indisponibilité des moyens, des services, qui nous sert à relayer au sein de l'équipe, alors en fonction des profils, ça peut être l'ensemble des professionnels de la régulation médicale, ça peut être juste les médecins régulateurs urgentistes, par exemple. Ça nous permet de relayer des informations, des alertes, par exemple, les alertes de la DGS quand elles nous arrivent. Et c'est aussi un endroit sur lequel on va notifier tous les événements, les dispositifs prévisionnels de secours qui sont mis en place dans le cadre des activités, je dirais, comme vous les vivez dans vos départements, hein, un grand rassemblement, une manifestation festive. On a connaissance du dispositif
prévisionnels de secours, des postes qui sont des postes de secours, leur positionnement, le caractère médicalisé ou pas, la jauge de personnes attendues sur le site. Donc pour tous ces DPS, on va créer un événement dans le portail et on va y associer, lorsqu'on a ces documents, le dossier de sécurité qui peut nous être transmis par la préfecture. Donc il est consultable en temps réel par les professionnels de la régulation médicale. Voilà, on y inscrit également lorsqu'on a des dysfonctionnements des pannes, des indisponibilités de vecteurs, ça je vous l'ai dit. Donc c'est devenu un usage au quotidien. On utilise un peu moins facilement effectivement la messagerie instantanée. Je pense que cet usage viendra au fil de l'eau parce que la messagerie instantanée n'est pas directement liée encore à notre logiciel de régulation propre. Et donc c'est pour échanger des informations en temps réel sur ce qui se passe dans la salle, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est quelque chose qui viendra. C'est pour ça, je comprends pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Animateur, qui anime? Alors, les animateurs, oui. Implication forte de l'encadrement du SAMU, l'encadrement médical et paramédical, où notre superviseur de centre d'appel est fortement impliqué. Il implique fortement les assistants de régulation médicale. Pour ce qui est de l'ouverture de leur session de portail systématique à chaque prise de poste, donc on veille à ce que chaque professionnel ouvre sa session. Donc il y a eu un travail au départ un peu policier de l'encadrement pour que les professionnels activent leur session sur le portail à chaque prise de poste. Et le rôle du superviseur et le rôle de l'encadrement médical pour ça a été majeur sur la création des comptes et sur le fait que les gens, une fois que leur compte est créé, bien s'inscrivent ouvrent leur session à chaque prise de poste. Et c'est ce qui a aussi créé la dynamique, parce que les gens en ont vu l'intérêt au travers des informations qui circulaient, ont répondu aux informations et y ont vu du sens et de l'intérêt. Côté médical, c'est pareil, il y a la création des comptes pour à chaque arrivée de nouveaux professionnels, à chaque départ, la fermeture. Et pour les médecins, régulateurs, d'avoir accès aux dispositifs, par exemple aux événements, voir ce qui se passe, eh bien c'est important de savoir quand ça permet de passer de l'information, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut... Je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, parce que je peux y répondre. Bon, pas de questions. À la presse. Alors, pas en réel, parce qu'on n'a pas eu de situation de crise en réel à gérer. On l'utilise sur les exercices. Enfin, on utilise le portail de formation sur les exercices. Alors, des exercices cadres ou les exercices... on a des ateliers réguliers sur les sessions d'ouverture de salles de crise, l'implication de l'unité mobile de régulation médicale, les interactions. Donc, quand on active ces exercices d'ouverture de salles de crise ou d'exercices cadres sur la crise, on utilise le portail, mais sur le côté formation, pour s'approprier les usages et pour ne pas aller alimenter. On n'utilise pas le portail de temps réel pour ne pas venir perturber les communications. Mais on s'approprie dans ce sens-là pour pouvoir... Attends, il y a une descendre là-bas. Voilà. C'est ça. Bon, je suis pas... formation... Moi, oui, le temps de formation moyen pour s'approprier l'outil. C'est assez rapide, hein, c'est un outil qui est assez intuitif, hein, donc... je sais pas, c'est peut-être, je sais plus combien de temps on avait mis quand l'ASIT était venu nous former, mais c'était particulier parce que quand on était venu, on avait formé administrateurs et référents. Oui. Je disais, quand on a formé les SAMU pilotes et les SAMU de la vague 2, on est rentré dans une dynamique où on formait des référents, donc des gens qui ont vocation ensuite à démultiplier la formation auprès des utilisateurs. J'allais dire, l'outil est tellement intuitif pour un utilisateur
normale, en l'espace d'une demi-heure, 3/4 Ouais, d'heure, c'est ça. les bons gestes, la compréhension des mains courantes, la notion de groupe, c'est principalement ça où il faut rentrer et pratiquer. Mais c'est très rapide, vraiment très très rapide. L'outil est assez, Il n'y a pas de assez geste ergonomique technique et assez particulier, facile hein. d'utilisation. Voilà. Ce qui prend le plus de temps, peut-être, c'est la formation des administrateurs et des référents pour les créations de comptes et puis pour alimenter éventuellement le portail. Enfin, tout le monde peut l'alimenter, mais... Parce qu'effectivement, tu le soulignes, le point qui est particulier, c'est que l'authentification pour se connecter au portail, c'est une authentification forte avec une carte de professionnel, de santé ou d'établissement. Et donc c'est un changement de pratique pour les praticiens et puis pour les agents qui n'ont pas l'habitude d'utiliser leur carte pour s'authentifier. Donc on forme également aux bonnes pratiques de connexion aux outils de production de soins. Oui, un des points effectivement, c'est pour les SAMU qui ne travaillent pas avec leur carte de professionnel de santé ou d'établissement. Un des points importants, c'est tout ce qui va concerner les acquisitions, les demandes de cartes, et puis la récupération des codes. Alors, pour ça, le support est très bien fait parce qu'il est très réactif. Et on a, dès qu'il y a un blocage de carte CPS, dès qu'un des professionnels n'a plus son code ou a perdu son code, pour ça, le support est quand même très réactif et on obtient les informations très rapidement, soit par un coup de fil, et pour les codes, ils sont renvoyés très rapidement. Je voulais juste apporter un petit, sous l'arène, petit détail technique pour le déploiement. Il faut anticiper les demandes de cartes CPS parce que c'est un peu compliqué, notamment pour les armes et toutes les personnes qui ne sont pas médecins. Mais il ne faut pas oublier dans la liste des personnes que l'on veut former les équipes qui peuvent participer aux cellules de crise hospitalière, notamment les référents SSE, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très important de pouvoir communiquer au niveau des SAMU, mais également au niveau du SAMU et la gestion de crise, notamment quand elles n'étaient pas sur le même site. Il n'y a pas de son là-bas non plus. Nous allons vous présenter le bandeau de communication qui rassemble l'ensemble des fonctionnalités de téléphonie avancée du SI-SAMU. Ce bandeau de communication, c'est un nouveau module du programme SI-SAMU. Il vient compléter les fonctionnalités déjà existantes en production ou en formation, telles que la connexion au portail, les briques collaboratives, la messagerie instantanée, la gestion des événements, la cartographie. Et ce qui viendra par la suite, notamment la gestion des patients interconnectés avec Civic et Sinus. Vous verrez que la solution permet de superviser toute l'activité téléphonique et d'interagir avec l'ensemble des appels en salle d'attente ou avec les agents du CRA. Le SI-SAMU s'appuie sur une infrastructure hautement disponible, et ce notamment dans l'objectif de distribuer les appels aux SAMU compétents dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir qu'à la ZIP Santé, nous avons créé un espace qu'on appelle un CRA de test, et qui vise à reconstituer un espace de travail tel que vous pouvez l'avoir dans vos SAMU. Ce bandeau de communication, c'est la pierre angulaire du programme SI-SAMU. Il permet de réaliser la jointure entre deux mondes, celui de la téléphonie et celui de l'application. C'est ce qu'on appelle le couplage téléphonie informatique. Nos experts métiers, ceux qui vous représentent au sein du centre d'expertise fonctionnelle, ont créé des scénarios réalistes qui visent à reproduire les situations que vous traitez quotidiennement dans vos SAMU. Ce que vous allez voir ensuite n'est ni un prototype, ni un POC. C'est la version du produit qui est développée et installée. Nous sommes en train de finir de la recéter et de la stabiliser avant une phase d'industrialisation et de déploiement à Mulhouse. Sébastien est assistant de régulation médicale et vient de se connecter sur le SI-SAMU. Il a choisi le groupe de traitement d'appel des flux grand public, il est ARM 15. Vous le voyez en haut à gauche. Quand il se connecte, il est bien sûr en retrait, sans distribution téléphonique, ce qui lui permet de prendre connaissance du contexte de travail, de l'activité en cours. Alors sur l'écran, les 3 premières lignes sont réservées pour afficher les agents connectés. Vous voyez qu'ils sont triés par ordre alphabétique et par fonction. Il y a 2 ARM 15 de logués, 2 ARM bilan, un ARM de suivi opérationnel, 2 médecins régulateurs, un généraliste et un urgentiste. D'un coup d'œil, on sait qui fait quoi. En rouge, la personne est en retrait, il n'y a pas de distribution d'appel. En bleu, elle est en communication, il y a un petit combiné téléphonique. En vert, elle est disponible pour recevoir un appel. Un autre statut existe également, en orange,
Elle est en pause, ce qu'on appelle aussi le wrap-up, après un appel. La partie centrale de l'écran affiche les salles d'attente téléphoniques. Elles sont par défaut déployées ou vertes, on y voit des appels à traiter, ou compactes, c'est-à-dire fermées. On peut y glisser des appels, regarder ce qu'elles contiennent et ainsi les superviser en cliquant sur le plus pour les ouvrir. En bas de l'écran, on voit à gauche la zone où va se trouver l'appel en cours et à droite des boutons pour y faire des actions. Raccrocher, mettre en garde, transférer. Sébastien clique sur sa salle personnelle pour se rendre disponible. Il voit 2 appels en attente dans la salle SAMU public. Un appel arrivé sur le 112, d'un portable qui attend depuis une vingtaine de secondes. Un appel du centre antipoison. Le numéro figure dans l'annuaire SI-SAMU et donc a été reconnu. Cet appel attend lui depuis une dizaine de secondes. Chaque appel a un poids. Ce poids augmente avec le temps qui passe. Il a également un icône parlant. L'appel le plus lourd est distribué en premier. Il est possible de cliquer sur une salle pour y transférer un appel, ou de faire un drag and drop pour aller le déposer. Observons maintenant Cyril. Il traite lui aussi les appels grand public. Au centre de son écran, les salles d'attente qu'il supervise. La sienne à gauche, puis celle des appels sur le 15 ou 112, puis celle qui regroupe les appels des professionnels, celle sur le 116, 117, et enfin à droite, celle pour le suivi opérationnel, par exemple pour recevoir les bilans. Cyril va recevoir un nouvel appel, l'appelant à composer le 15. Il est prévenu de son arrivée par 3 bips dans l'oreille. Puis l'appel lui est distribué automatiquement. Il est en effet disponible et le système sait que c'est à lui de traiter le prochain appel. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai du mal à respirer. Je suis en pleine crise de colique néphrétique depuis hier. D'accord, madame, une colique néphrétique. Bon, écoutez, je vais essayer de ne pas trop vous faire parler. Vous vous trouvez sur quelle commune actuellement? Alors, je suis à Colmar. À Colmar. À quelle adresse à Colmar? En bas à gauche, les informations sur l'appel en cours sont rappelées. Il s'agit d'un appel entrant sur le 15. La personne a attendu 5 secondes. La conversation dure depuis 28 secondes. Le total est affiché à gauche sous l'icône du 15. D'accord. Bon, écoutez, vous ne quittez pas, je vais vous mettre en priorité pour parler au docteur. Hein. Vous restez bien en ligne, madame. Cyril clique sur la salle de régulation émue. On le voit maintenant dans la salle. L'appelant est mis en attente sur son poste. Le système met Cyril en communication avec France, un des 2 médecins régulateurs. Il va pouvoir lui passer l'appel. C'est ce qu'on appelle un transfert accompagné. Allô, Cyril. Je vais te passer un dossier sur Colmar. C'est madame Renaud Mathilde qui a 36 ans. Le dossier 346. Oui, je le vois. Donc elle se trouve actuellement chez des amis. Elle me dit souffrir de colique néphrétique. Elle est très algique et essoufflée. Ok, c'est noté. Je te la passe en direct? Oui, merci. Très bien, merci. Oui, bonjour, je suis le docteur Perret au téléphone, médecin régulateur au SAMU Centre 15. Oui, bonjour docteur, en fait, je suis en pleine crise de colique néphrétique depuis hier. Nous voyons maintenant le poste de France. Médecin régulateur, elle ne supervise pas les mêmes salles d'attente téléphoniques. 4 salles sont ouvertes par défaut. La sienne, celle pour la régulation de médecine d'urgence, pour les transferts, pour la crise. Elle peut bien sûr ouvrir les salles compactes. Par exemple, celle des appels au SAMU par le public, pour visualiser les 2 appels en attente. En bas à gauche figure toujours le temps, l'origine de l'appel et qui l'a transmis. Sur le bord droit, les 5 derniers appels sont listés. Un simple clic permettra de rappeler la personne. Cette zone permet également d'accéder à l'annuaire. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin traitant? Non, j'y ai même pas pensé. Alors, quel est son nom? Alors, c'est le docteur Rother, Jeanne à Colmar. D'accord, on va se mettre en relation avec lui. France clique sur l'annuaire. Elle saisit les premières lettres et peut l'appeler d'un simple clic. Allô, le docteur Rother à Colmar. Oui, bonjour, docteur Rother, docteur Perret au téléphone. Donc je vous appelle à propos de votre patiente. Les 2 médecins décident d'une hospitalisation. France raccroche la communication pour reprendre automatiquement la patiente. Allô? Oui, donc j'ai eu votre médecin traitant au téléphone et nous pensons qu'il est préférable que vous soyez hospitalisé. Je vais vous envoyer une ambulance, elle sera là d'ici une trentaine de minutes. Ah ok, d'accord, merci beaucoup. France clique sur la salle d'Arnaud, qui est un arme de suivi opérationnel. Elle l'appelle pour engager l'ambulance. Oui, France. Ouais, donc j'aurais besoin d'une ambulance sur le dossier Renaud Mathilde, le dossier 346. Oui, pas de problème, avec quel délai? Arnaud clique sur Favoris du centre pour accéder à ses touches préprogrammées. Les touches sont rangées par thématique dans des onglets. Il choisit effecteur, puis clique sur l'ambulance à appeler. Quelques minutes plus tard, France régule toujours.
elle est disponible quand sa patiente rappelle. La fonction Last Call Agent permet de distribuer l'appel à la dernière personne qui a parlé à l'appelant. Allô, bonjour, docteur Perret, médecin régulateur au SAMU Centre 15. Oui, bonjour, je suis Madame Renaud, je vous ai appelé tout à l'heure. Oui, je me rappelle. En fait, je vous rappelle pour vous dire que l'ambulance n'est toujours pas arrivée. Ah mince, je vais me renseigner, je vais regarder où elle en est. Comment vous allez ? Quand on a découvert le résultat final, c'était un petit peu magique. Ça correspondait exactement à la pratique qu'on pouvait avoir de l'objet. C'est quelque chose de très interactif, très fluide. Ça permet de fluidifier les appels et puis ça nous permet d'éviter de perdre des appels. Pour une urgence vitale, composez dièse. Vous êtes un professionnel. Un serveur vocal est disponible. Il est actif en cas d'attente. Par exemple, il permet à l'appelant de signaler une éventuelle urgence vitale. L'icône de l'appel change alors de couleur, l'écriture devient jaune. Sébastien, assistant de régulation médicale, vient de finir de traiter un appel. Il est alors en wrap-up. Il peut abandonner sa pause d'un clic pour prendre l'un des appels urgents. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai un collègue qui est oppressé de la poitrine. Lorsqu'il est en communication avec l'appelant, le médecin régulateur voit qui lui a passé l'appel. Par exemple, si le transfert était non accompagné. Et comment l'appel a cheminé pour arriver jusqu'à lui. Ici, appel au 15 avec signalement d'urgence vitale. Oui, bon, écoutez, je vais vous envoyer une équipe médicale, là, on vient au plus vite. S'il y a quoi que ce soit avant l'arrivée des secours, vous n'hésitez pas à rappeler au 15. Il ne fait aucun effort et on arrive à préparer l'accueil. D'accord, merci docteur. Je vais prévenir l'accueil. Le médecin régulateur a traité une douleur thoracique. Il a engagé le SMUR qui appelle pour son bilan. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, c'est Cécile pour le bilan SMUR de M. Leclerc. Il a présenté des douleurs thoraciques, mais son arrêt a été récupéré à notre arrivée. Ok Cécile, tu quittes pas, je te passe Laurent, il est disponible. Vous avez vu l'arme transférer l'appel vers le médecin régulateur concerné. Cet appel a été glissé dans la salle d'attente personnelle et distribué en priorité à Laurent. Oui, allô, c'est Laurent. Pour le bilan du SMUR de M. Leclerc, tout va bien. Qu'il est beaucoup plus facile d'emploi et il est plus ergonomique que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y a pas de formation spécifique, vous vous mettez devant l'écran, même si on ne vous a jamais expliqué comment ça marchait, en 10 secondes vous trouvez le mode d'emploi. Donc le temps médical étant ce qu'il est, une formation sur de la téléphonie, si vous mettez 1h30, il n'y a personne qui a envie de perdre 1h30 à apprendre ça. Là, c'est en 10 secondes, c'est fait. Donc c'est une plus-value indéniable. Le système surveille les appels mis en salle d'attente, par exemple par un arme en attendant la régulation médicale. Restez en ligne, je vous mets en relation avec un médecin, madame. Oui, merci. Arnaud glisse alors l'appel dans la salle d'attente des médecins régulateurs. Dans cet exemple, après avoir attendu 26 secondes, la patiente a raccroché à 11h12. Au survol, je constate qu'elle a été mise en attente par Arnaud et que c'est la 17e fois aujourd'hui qu'elle appelle. En cliquant sur la vignette de l'appel abandonné, Arnaud peut rappeler la patiente. Allô ? Oui, bonjour madame, c'est le SAMU. Oui. Vous nous avez appelé tout à l'heure, madame Dupasquier. Bah oui, j'ai raccroché, c'était trop long. D'accord, donc là j'ai un médecin qui est disponible. Restez bien en ligne, madame. Arnaud a pu transmettre l'appel à un médecin. Il clôture maintenant l'alerte du bandeau. C'est assez intuitif comme bandeau, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre. C'est la première fois que j'utilisais et ça se fait assez bien. Ouais, le gain de temps est vraiment pour moi et pas me retrouver bloqué avec des lignes et pouvoir les passer directement dans une salle d'attente d'un médecin, c'est tout, quoi. Des règles de routage intelligent sont appliquées. Les appels sont préqualifiés et en cas d'attente, le serveur vocal interactif permet à l'appelant de mieux s'orienter. Chaque flux est traité différemment. 15, 112, permanence des soins ambulatoires, appel pour bilan. Vous avez vu que les appels sont présentés sous forme de vignettes et icônes. Les icônes symbolisent le type d'appel et l'urgence déclarée par l'appelant. À chaque appel est associé un poids qui permet de prioriser sa distribution. Le poids augmente avec le temps d'attente différemment selon le flux traité. Les règles de débordement sont configurées pour permettre à un appel de changer de flux, en l'absence d'agent pour le traiter, ou si l'attente prévisible est trop importante.
Le système nous prévient lorsque l'appel provient d'un opérateur non français. Il identifie la langue. Oh, hello. Do you speak English? Yes, a little. A little. I've got an ear infection. Ok. Je peux cliquer sur le bouton langue pour visualiser quel agent parle quelle langue et avec quelle aisance. Ergonomique, intuitif, fluide, bien présenté, interactif. Une fois qu'on a compris le système, puis ça va vite vu que c'est interactif. Un bond technologique énorme, on n'a pas de bandeau téléphonique, on n'a rien du tout, donc là ça va être vraiment... on va changer de monde. Le bandeau de communication facilite la compréhension des actions à réaliser. Ici, le médecin régulateur utilise les favoris du CRA pour appeler le centre antipoison. Il met alors l'appelant en attente, puis réalise une conférence à 3 grâce au bandeau inférieur ou avec son téléphone. La conférence est visible en bas à gauche. Pour une interconnexion, tapez 1. Pour une information, tapez 3. Le serveur vocal interactif est utilisé pour prioriser certains appels des pompiers. La demande d'interconnexion peut être signalée par l'appui sur le 1. Une chaîne apparaît alors à côté de l'icône du 18. Le SAMU, bonjour. Oui, Sébastien, c'est Théo, CTA. Oui, Théo. Écoute, on va faire une intercom, si tu veux bien, avec Ribeauvillé, Madame Pichon. Là, c'est une autre approche, une vision différente de voir l'entrée des appels, de les décrocher, de pouvoir les faire du drag and drop, les passer d'une salle à l'autre. C'est bénéfique pour notre activité, ça permet d'avoir un transfert des appels qui soit plus fluide, plus simple et plus efficace. Le SI SAMU met à disposition une interface web permettant de se connecter à l'enregistreur. Selon les autorisations accordées par l'administrateur du CRA, il est possible de rechercher une communication, sur une période donnée, les 15 dernières minutes par exemple, à partir d'un numéro de téléphone ayant appelé le CRA, ou pour un agent donné. L'enregistrement peut être réécouté, par exemple, pour préciser une adresse mal entendue. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai un collègue qui est oppressé de la poitrine et de la mâchoire. Il ne se sent vraiment pas très bien. Alors, je vais faire un dossier tout de suite. Les utilisateurs habilités ont également la possibilité d'exporter les enregistrements. Ce que l'on vient de voir dans ce petit film, c'est à la fois simple, puisqu'il s'agit de prendre en charge des processus qui sont déjà pris en charge par les solutions existantes dans les SAMU, mais c'est malgré tout complexe à réaliser lorsqu'il s'agit de développer une solution nouvelle en partant de zéro avec les technologies actuelles et avec la nécessité de faire communiquer une partie télécom et une partie logicielle. Aucun système de téléphonie avancé existant n'intègre autant de fonctionnalités ni de traitement fin que celui que vous venez de voir dans le film. Et pourtant, nous n'avons pas encore développé tout ce que nous avons prévu de faire dans la solution SI SAMU. Ce que l'on a vu dans ce film, ce sont de véritables agents des SAMU, des assistants de régulation médicale, des médecins régulateurs, dérouler des scénarios de prise en charge d'appels et de leur gestion sur le bandeau téléphonique avancé. Ce bandeau téléphonique, ça n'est pas une maquette évoluée, c'est véritablement une application qui s'exécute sur des serveurs. Et on s'appuie également sur l'infrastructure télécom cible qui sera mise en œuvre pour le SAMU de Mulhouse dans quelques mois. Ce que l'on a vu dans ce film, c'est le résultat de nos travaux de construction réalisés à ce jour. Cela montre qu'on a franchi un jalon technique important, la capacité à faire dialoguer le monde des télécoms pour l'acheminement des appels et le monde applicatif pour le traitement visuel des appels dans le bandeau téléphonique avancé. Donc on a réussi la jointure télécom applicatif et dans le respect du traitement fin des processus métiers des SAMU. Les étapes qui nous attendent désormais pour la construction de la solution SI SAMU sont les suivantes. On doit rendre cette solution industrielle, on doit la rendre robuste, on doit la rendre fiable au niveau de qualité de service qui est légitimement attendu par les SAMU pour le traitement de patients qui sont potentiellement en situation de détresse vitale. Et notre deuxième objectif, à court terme désormais, c'est le déploiement de cette solution dans le SAMU de Mulhouse à l'horizon de novembre 2019. Au-delà de ces deux étapes majeures que nous avons à franchir dans les prochains mois, nous allons concentrer nos efforts sur le développement de la solution du logiciel de régulation médicale que nous allons construire par paliers successifs, par incréments, pour apporter à chaque fois un peu plus de valeur à un nombre de plus en plus important de SAMU.
Merci. Je vous propose de faire une première session, de continuer d'interagir par rapport au bandeau qu'on vient de voir. Si vous avez des questions, des observations. Ce qui m'a interpellé, le médecin régulateur a pris une décision d'envoyer une ambulance. Oui. Là, elle rappelle le PARM. Vous avez vu, c'est un jeu quand même. C'est un jeu. Il y aura une solution pour cliquer sur le choix, par exemple, et puis que le PARM soit informé directement au lieu de rappeler. Alors, gagner du temps. non, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on a pris des... Mais bien sûr que ça s'adaptera à vos processus métiers. En plus, c'est un jeu du bandeau. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas montré, qui est que pour Mulhouse, on peut marquer le numéro de dossier. Et quand l'appel est transféré, on sait quel dossier de régulation médicale est en rapport. Puisque le bandeau est utilisé en parallèle d'Appli SAMU, qui est le LRM de Mulhouse. Bon, c'était dur techniquement, vous voyez, même la vidéo. Alors on enchaîne et il y a une deuxième session de questions-réponses qui sera à votre disposition si elles vous viennent. Alors, Emmanuel, là on parle de la construction de la solution. Le reste. Donc vous avez vu ce que l'on a réalisé jusqu'à maintenant, la partie portail SI SAMU, l'OTN, le bandeau que l'on vient de voir en film. Michael, à la fin du film, expliquait que les étapes suivantes à franchir allaient porter principalement sur le logiciel de régulation médicale, le LRM. Ce LRM, on a déjà commencé les développements dessus. Par exemple, l'écran de qualification est quasiment terminé. Il reste bien entendu toutes les autres fonctions à développer. Donc les travaux se poursuivent sur ce sujet et ça doit nous amener à créer une première solution du logiciel de régulation médicale, une solution qui sera complète, qui embarquera toutes les briques que vous avez déjà vues et celles qu'on est en train de faire, à horizon fin 2020 pour Mulhouse avec la V101A. Alors l'année dernière au congrès, vous avez, vous SAMU, fait part de votre besoin d'avoir le plus vite possible, pour le plus grand nombre possible de SAMU, le SI SAMU, et que quelque part nous revisitions notre manière d'aborder le sujet et notre manière de le déployer au niveau des SAMU. Cette demande que la communauté métier a formulée l'année dernière avec la DGOS, nous l'avons proposée au cabinet de la ministre en juillet dernier. Et le cabinet de la ministre en a accepté le principe, sous réserve d'une étude de faisabilité, bien sûr, de cette possibilité de changer notre trajectoire de déploiement. Cette étude, nous l'avons menée, elle a conclu à la faisabilité de cela. Et nous sommes donc maintenant en train de voir quel SAMU pourrait être éligible à des nouvelles versions successives du SI SAMU qui arriveraient juste après Mulhouse et qui arriveraient par paliers successifs, version par version, permettant d'embarquer le plus possible de SAMU au fil de l'eau. Frédéric va vous présenter juste après ces fameux paliers fonctionnels qui arrivent après Mulhouse. Ces paliers qui apportent de la valeur ajoutée. Et nos équipes de la ZIP viendront rencontrer les SAMU que nous avons pu identifier comme potentiellement pouvant bénéficier de l'un ou l'autre de ces paliers, viendront vous rencontrer pour savoir d'abord si vous en avez envie et si vous le souhaitez avoir ces paliers, mais aussi pour vérifier que le périmètre fonctionnel que vous avez aujourd'hui est compatible avec ces paliers progressifs métiers que l'on a imaginés. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé l'année dernière du chemin critique. Le chemin critique, c'est les fonctionnalités qui sont indispensables au SAMU parce que dans leur logiciel existant, il y a un lien avec la remontée de données de veille sanitaire, un lien avec Ordigarde, un lien ambulancier, un lien pompier, la gestion des statuts horaires, un lien avec l'engagement des équipes au travers de BIP, un connecteur avec le logiciel utilisé par SOS Médecins, je pense au 93 notamment, et au 18, les projets de médecine libérale ou les couplages avec la radio pour quelques SAMU en France.
En fait, ce chemin critique, il a déterminé notre chemin et la capacité à accompagner, déployer des SAMU de manière isopérimètre. Et vous l'avez ici de rappeler. Et comme vous l'a dit Emmanuel, grâce à l'accélération du déploiement du SAMU auprès de plus de SAMU isopérimètre par rapport à ce qui est développé, mais en fait, on a identifié 3 grands groupes. Ceux qui n'ont pas de lien 15-18, c'est ceux-là qui sont dans la première partie, dans l'accélération, ce qu'on a appelé à un moment l'accélération de la trajectoire. Donc parce qu'il y a quand même une question qui doit vous tarauder, qui est suis-je concerné par ce que vient de dire Emmanuel? Est-ce que vous avez un lien 15-18? Si la réponse est non, la probabilité que vous soyez concerné est maximale. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont un lien 15-18 opérationnel et d'autres liens, et puis qui ne sont pas dans le chemin, parce que le lien 15-18, vous avez vu, il est en 0,5, donc on fait des choses avant. Donc, par exemple, Albi, qui a un lien Ordigarde, eh bien, il est site pilote, eh bien, vous voyez qu'il est V1,0. Ouais, je vois que tout le monde suit, impeccable. Et puis le troisième groupe, c'est ceux qui voulaient être en vague 3, de déploiement sur la trajectoire de février 2018, qui a été discutée avec les ARS et arbitrée par la DGOS, ou qui ont des programmes, des projets d'articulation de leur SAMU, et qui étaient fin de vague 2, début de vague 3. Voilà en gros pour se positionner et voir où on en est. Donc ça, c'était un rappel pour que vous voyez où on en est. Et donc, Nicolas, bien sûr, va contacter... comme l'a dit Emmanuel, les différents SAMU concernés. On vous a déjà sollicité par mail parce qu'on peut vous rencontrer sur le stand du SISAMU. Il y a déjà des rencontres qui ont été faites. En parallèle de ça, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que les exigences métiers sont très, très importantes et qu'on a une approche maintenant partagée avec notre éditeur, notre constructeur de logiciels, eh bien on fait des ateliers de simplification, d'optimisation de l'implémentation. Et donc vous voyez qu'après avoir partagé sur cette nouvelle façon d'approcher la trajectoire, on en a travaillé sur l'implémentation du journal de l'épisode de régulation médicale, la qualification, c'est-à-dire l'écran des armes étant développé, sur la façon de présenter les synoptiques, le volet de synthèse des épisodes de régulation médicale, ce qu'on appelle dossier patient dans les SI actuels, la façon d'administrer le référentiel des ressources quotidiennement, l'aide contextuelle que va pouvoir apporter le SISAMU au moment de vos étapes de prise d'appel avec l'épée ou de régulation avec les R pour avoir une meilleure approche de l'engagement opérationnel. L'articulation territoriale, qui est un des piliers fondateurs du programme SISAMU, c'est partager, s'articuler, travailler ensemble pour mieux travailler, pour permettre aux patients d'accéder à la régulation médicale, qui est l'enjeu majeur, un des fondamentaux de ce programme. Bien sûr, les relèves entre agents. Aujourd'hui, il n'y a pas de système de relève dans les systèmes existants, ce qui est un problème majeur en termes de qualité des soins. On n'est pas capable d'identifier les patients à risque au moment des changements d'équipe. Et donc, on a travaillé là-dessus à la suite de ce que vous avez remonté lors des groupes de travail thématiques. Et puis la bibliothèque, notre gestion électronique de documents, qu'on appelle la bibliothèque, est un enjeu aussi fort de partage. On collabore, on a des mains courantes, on écrit dedans et on partage des documents. Le SSE étant un bon exemple, par exemple, pour avoir un outil. Et donc, on va échanger avec Worldline sur ce sujet pour démystifier et montrer qu'on veut faire des choses simples, pas à pas. Alors, la problématique 15-18, c'est toi qu'on parle ? Oui. Alors, juste sur ce qui vient d'être dit, vous avez vu des 01, 02, 03, 04. C'est les petits noms qu'on a donnés pour l'instant. On est en train de stabiliser cette roadmap, comme on dit, donc cette succession de versions. Et après, on donnera sûrement des noms un petit peu plus vendeurs, parce que là, c'est Frédéric qui a découpé le périmètre en paliers, qui l'a saucissonné pour essayer de voir quel SAMU pouvait en bénéficier le plus vite possible. Et donc, voilà, ça reste encore un petit peu à travailler, mais la trajectoire existe et elle est celle qu'on vient de vous présenter. Alors, sur le lien 15-18, effectivement, chaque année, on vous en parle. On sait que c'est un sujet qui est important pour vous aussi. Comme on vous l'a toujours dit, le programme va veiller à ce qu'il n'y ait pas de régression fonctionnelle en ce qui vous concerne sur le lien 15-18. Ça reste, malgré tout, par nature, un lien qui est compliqué, complexe à développer, à construire, qui est un projet, en fait, dans le projet.
Et c'est pour ça que, pour aller le plus vite possible, tu le disais tout à l'heure, on a choisi de positionner le lien 15-18, non pas juste après Mulhouse, mais en version 0.5 pour l'instant, et qu'il y a d'autres versions du logiciel avant, voilà, pour permettre d'aborder ce sujet du lien 15-18 quand le plus tard possible, en tout cas de prendre le temps nécessaire pour pouvoir bien l'aborder. Alors le 15-18, vous êtes tous au courant que des débats qu'il y a pu y avoir ou qu'il peut y avoir autour de la marque NF399, donc ça reste un sujet compliqué. Par ailleurs, vous le savez peut-être, il y a des travaux interministériels qui sont en cours faisant travailler ensemble le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour déterminer un nouveau cadre d'interopérabilité des services d'urgence en France. Ce cadre d'interopérabilité va permettre aux 4 futurs SI nationaux, que sont le SI SAMU pour les SAMU, Nexis pour les pompiers, et puis, je ne me souviens plus tout à fait des petits noms, mais le logiciel de la police nationale et le logiciel de la gendarmerie, donc les 4 grands futurs SI nationaux, vont demain se causer avec un nouveau langage qui ne sera plus celui de la NF 399, mais qui sera celui d'une norme internationale que l'on appelle le DXL. Donc des travaux interministériels sont en cours, on se voit une fois par mois pour travailler sur ces sujets, de l'interopérabilité entre les 4 grandes futurs SI nationaux. Et donc le SI SAMU va naturellement s'inscrire dans ce cadre-là, et ne fera pas de lien 15-18 à la NF 399. Lorsqu'il fera un lien 15-18, ce sera un lien qui sera directement en EDXL en respectant l'interopérabilité qui aura ainsi été définie au niveau national. C'est ce qui amène aussi le calendrier de déploiement, un décalage du calendrier de déploiement des SAMU pilotes qui avait un lien 15-18 pour re-rentrer dans un autre séquencement qui est celui qu'on vous a présenté juste avant. Et il est donc fondamental pour nous, SI SAMU, de comprendre la trajectoire de déploiement de Nexis, le logiciel des pompiers, de façon à pouvoir s'accoster avec eux au mieux possible au fur et à mesure de leur propre développement et de leur propre déploiement de leurs solutions dans les départements. Donc vous savez, c'est un sujet très complexe, l'interconnexion. Il faut aussi voir ça en perspective des connecteurs qu'on met en place. Le 15-18, c'est un échange de dossiers de régulation médicale avec un périmètre limité d'échange. Vous avez vu qu'en 02, on fait le connecteur avec les concentrateurs régionaux et ensuite les ambulanciers. En fait, c'est la même chose, on échange les mêmes données. Donc on va être sur une trajectoire de construction qui ne va pas attendre pour commencer à être construit. On va le construire progressivement et on va y aller étape par étape et ensuite arriver. Alors peut-être qu'on aura une bonne surprise. Mais aujourd'hui, on a des vraies difficultés qu'il faut qu'on partage avec vous et que vous compreniez. Votre bureau, le CSMMU, va continuer à travailler. Vous avez été sollicité, vous vous rappelez, j'ai envoyé des mails pour savoir où vous en êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que par rapport à votre lien 15-18, vous échangez comme données. Tout ça, c'est très, très important de bien partager là-dessus parce qu'en fait, on va construire possiblement le lien par étapes et donc avoir un socle minimal qui est l'échange de données sur la qualification de l'appel. Et là, moi, je suis assez rassuré parce que la PHP travaille avec la PFO dans le même périmètre. Donc, il y en a un qui va prendre les plâtres avant nous, puisqu'ils sont en train de c'est bien de déplâtrer, mais bon. Et donc, la faisabilité est très forte. Donc, vraiment, il va falloir qu'au côté métier, on voit bien où est notre périmètre fonctionnel. Et pour ne pas avoir de régression, quel plan de couverture on peut associer. Par exemple, à Tours, ils me disent ah bah la qualifie, c'est pas mal. Alors d'abord, on a capacité à s'échanger des données, et puis ensuite, quand il y aura un connecteur, la qualif, c'est bien. Puis d'autres le disent, Brest par exemple, parce qu'on a un synoptique. Donc vraiment, on va avoir cette réflexion très très rapidement pour avancer dans notre approche de la construction du lien 15-18. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur cette deuxième partie. Une question au titre du SAMU 95 et pas au titre de la SFMU. Justement, un SAMU qui a un lien 15-18, mais avec un logiciel relativement fragile et donc pas forcément pérenne pendant longtemps. Je vois un décalage, ça m'inquiète. Oui.
C'est pour ça que je suis intervenu pour dire, attention, quel est notre périmètre de lien 15-18 ? Parce qu'on a le calendrier qui se construit. Il y a tout un tas de choses. Bien évidemment, j'imagine qu'on va partager pour pouvoir échanger, poser les rationnels du développement du connecteur dès que Mulhouse est en place. Parce qu'on a une échéance de la construction de Mulhouse, mais la problématique de connecteur, elle est globale dans plein de périmètres. Et donc aujourd'hui, on a un positionnement V1.05, mais le métier que je représente dit que le meilleur gagne. Hein. On a un vrai enjeu sur le 15-18, qui est un connecteur majeur, qu'on doit mettre en place le plus vite possible, mais on a une vraie complexité. Et quand on parle de connecteur 15-18, on a un partenaire. Quelles données il est capable d'échanger? Est-ce qu'il est normé aujourd'hui? Parce qu'un certain nombre ne sont pas normés. Est-ce qu'il veut être EDXL rapidement? Parce que certains éditeurs commencent à réfléchir à ça. Mais on n'a pas la visibilité. Est-ce que tu sais, par exemple, si le SDIS 95 est sur la trajectoire de déploiement de Nexis ou pas? Ça peut changer. Et on ne connaît pas la trajectoire. La façon de voir les choses. Hein, ça va dépendre aussi pour beaucoup de la trajectoire de Nexis et de ce projet pompier. En ce moment, on a un petit Tetrix là, hein, et un petit casse-tête. Et puis après, une fois qu'on aura tous les éléments métiers, organisationnels, eh bien, il y aura un arbitrage stratégique. Mais aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments pour que tout soit décidé. Je crois, enfin, je partage ça avec Julie qui suit ça de près. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet chaud, quoi, qui nous brûle un peu les mains. Oui, mais c'est le quotidien des urgentistes, donc personne n'est... Bien sûr que c'est notre priorité absolue, mais on ne va pas bloquer le déploiement des fonctionnalités faciles à faire, etc., en se disant, c'est ça vraiment la rupture entre la V1 R1, ancienne formule, et là, c'est, eh ben non, on a un périmètre qui s'implémente et on passe le plus de SAMU possible isopérimètre. Alors peut-être que vous voulez dire un mot par rapport à ce qu'on saura mieux la prochaine conférence. Alors justement, c'est quand même un message qu'on a essayé de faire passer de façon constante auprès de la communauté, c'est qu'il fallait entretenir vos solutions dans l'attente de la solution, du déploiement de la solution SI SAMU. C'est très important parce que bon, on peut avoir des décalages. Il faut que vous puissiez avoir une solution en état de marche. Et en plus, on sait qu'il y a un sujet de transition industrielle pour les acteurs économiques qui sont sur le marché aujourd'hui. Et donc aussi, on a besoin d'eux dans cette période de transition. Et il faut qu'on puisse maintenir les investissements sur les solutions existantes. C'est un point qui est important. Ce qui est important aussi, c'est de tenir informé la ZIP Santé des évolutions technologiques que vous avez. Parce qu'il y a un état des lieux à tenir à jour pour pouvoir pour pouvoir travailler la trajectoire de déploiement. Donc ces éléments-là, c'est des éléments qu'on vous a déjà donnés et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est un moment qui est un peu compliqué. On est en train de passer d'un système à l'autre. Et il est important qu'on préserve la sécurité des services en ayant des solutions qui sont en état de marche. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a eu des renchérissements de prix qui sont importants. On est, nous, à la DGOS aussi à votre disposition pour évoquer ces situations. On a déjà pu le faire avec certains d'entre vous, donc on sait que la situation est compliquée. Mais encore une fois, SI SAMU arrive. Mais vous êtes 101 et donc du coup le temps que ça soit déployé au SAMU, il faut qu'on puisse compter sur les logiciels en place. C'est aussi un message qu'on a délivré aux agences régionales de santé qui sont nos interlocuteurs sur le terrain. On a dit de façon constante aux ARS qu'il fallait faire ces investissements. Et donc du coup, bon, on a une vigilance sur le sujet et on pourra redire les messages. Mais n'hésitez pas effectivement à faire passer via la ZIP Santé les difficultés que vous avez. Il y a aussi des possibilités d'achat groupé, de faire face, en fait, de faire front ensemble sur certains territoires pour pouvoir faire évoluer les solutions et trouver
aussi des marges de manœuvre. Et donc, il faut vraiment faire jouer tous les leviers aujourd'hui pour voilà, encore une fois, gérer la phase de transition qui n'est pas une étape facile. On l'avait tous identifié déjà. Justement, je voulais rebondir sur ce sujet, madame, et juste spécifier que parfois les relations avec les directions sont correctes. Hein, c'est pas le souci, c'est les relations avec l'éditeur qui sont complexes. Et c'est vrai que je voulais juste attirer l'attention de la DGOS sur les limites de tout ça, notamment sur des données de reporting, enfin des choses qui pouvaient être acceptées, temporisées. Moi, je suis responsable d'un SAMU avec les 15-18, donc la trajectoire est modifiée, on en prend acte, pas de souci. Donc ce qu'on avait pu accepter en termes de temporisation, de reporting, de données d'activité, de données de téléphonie, des choses comme ça, on avait mis ça sous le boisseau, dirais-je, on attendait. Là, les enjeux, si vous voulez, qui sont les nôtres en termes de certification, de gestion des risques, etc., ne peuvent plus nous permettre d'attendre maintenant. Et très clairement, l'éditeur fait la sourde oreille. C'est-à-dire que les sollicitations sont nombreuses, sont officielles, sont administratives, et il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire qu'on est bloqué et on ne sait pas comment faire. Donc voilà, je suis très très inquiet sur les décisions qui pourraient être prises sur la base de données d'activité fausses, de données de téléphonie non consolidées, non qualitatives. Et donc voilà, je voulais juste et que ça soit clairement dit à la DGOS. Ce que Jean-Michel essaye parce qu'on en a discuté en marge dans le Congrès, c'est que les éditeurs des sites pilotes ne répondent plus à aucune demande. Donc il y a un vrai sujet de relation avec les éditeurs actuels. Ils ne peuvent plus faire de statistiques, de faire de reporting adapté. C'est ce que tu m'as expliqué on a un peu plus de temps pour discuter. Je suis désolé, il nous reste 5 minutes pour le mot du président. Une question. Juste une remarque sur SF4. Le bandeau de communication. Il y a 2 mots quand même qui reviennent. C'est fluidité, efficacité. Oui. Et clairement, le modèle de performance globale est directement lié dans nos organisations à la fluidité du niveau 1 et du niveau 2. Donc ces outils nous donnent l'opportunité de manière contextuelle à faire du transfert direct, à faire du transfert accompagné et à permettre de piloter l'accessibilité de la population générale à nos centres de régulation. Donc je pense qu'on met en perspective pour le métier et pour les patients la capacité de pouvoir rentrer, d'être qualifié rapidement et d'accéder rapidement à la régulation médicale. Merci, parce que c'est comme ça qu'on fera mieux dans nos organisations actuelles. Merci Yann. C'est un enjeu très fort que la réactivité du système d'information. Monsieur Métier, merci. Bon, j'ai la lourde responsabilité de conclure. Lourde responsabilité parce qu'on a vu des choses intéressantes, passionnantes, mais probablement c'est les quelques mots que je vais vous dire qui vont rester un peu dans la tête. Donc il ne faut pas que je me rate, c'est le moins qu'on puisse dire. L'année dernière, l'ambiance était moins sereine. Je vous avais fait part de mon inquiétude sur l'évolution de SI-SAMU. Très honnêtement, c'est parce que je ne voyais pas grand-chose arriver. Bon. Même si l'énorme travail qui a été fait en amont, et ça il faut vraiment le saluer, grâce à vous, grâce à toute la communauté, a permis de cadrer correctement le sujet. Aujourd'hui ça bouge, ça fait plus que bouger. Vous avez vu le film qu'on a vu, remarquable, qui nous montre des choses, ça y est, c'est parti, l'outil démarre. Comme tout démarrage, toute évidence, on est quand même dans un démarrage en côte, vous avez vu, il y a même des obstacles, on n'arrive pas à passer la vidéo, à croire que tout s'acharne sur SI-SAMU, mais non, ça y est, c'est parti, c'est dur, ça va être compliqué, ça va être difficile, nos attentes ne sont peut-être pas remplies tout de suite, mais c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut qu'on se remobilise et qu'on lâche rien. En plus, le contexte actuel des urgences, je ne vais pas refaire mon discours politique, mais ça n'arrange pas franchement les choses. Quand on est sous l'eau dans nos SAMU, qu'on dit au fait, il faut penser à oui, d'accord, mais d'abord je vais faire mes gardes, mes machins, mes trucs, et puis nos correspondants SI SAMU, ils sont un peu sous l'eau aussi, donc c'est pas simple. Alors, dans cette situation de démarrage, dans notre situation, c'est la nôtre, c'est pas la situation des autres, c'est sûr qu'on ne peut pas accepter un blocage, quel qu'il soit. Alors, je vais rester un petit peu dans la métaphore sportive.
En plus, les JO 2024, ça va être une échéance, quelque part, pour SI-SAMU, donc il ne faut pas se gourer. Vous avez tous constaté que je n'avais pas franchement un profil de cycliste. Donc le démarrage en côte, moi, c'est plutôt avec la voiture. Donc je suis plutôt sur un truc que je connais mieux, qui est le rugby. Simplement pour vous dire que quand on est dans la mêlée, ce qui était mon cas, on pousse tous ensemble. Et on pousse tous dans la même direction. S'il y en a un qui lâche, la mêlée s'effondre, on se fait marcher dessus, ça m'est arrivé, ça fait mal. Donc il faut absolument, absolument qu'on continue à avancer. Le match, on l'a choisi, hein. C'est nous qui avons demandé SI-SAMU. On ne nous l'a pas imposé. Rappelez-vous ça quand même. C'est nous qui sommes allés frapper au ministère en disant on veut un outil, on veut un système. Donc ce système arrive. Ce n'est pas dans mon caractère d'abandonner, loin de là, quand on est dans la difficulté avec une équipe. Surtout quand l'équipe commence à marquer des points. Ce qu'on a vu là, c'est plus que des points. Là, c'est un essai transformé. Et puis il y a le portail. Ce fameux portail, il existe. Il est opérationnel, il est fonctionnel, il est utile. Il y a des difficultés avec le portail. Il y a quelques directions, au sens large, je n'entre pas dans le détail, d'établissements, tout de suite, je précise, qui essaient de nous plaquer là, le long de la ligne en disant ouais, non, mais c'est trop compliqué, la sécurité n'est pas garantie, oui, mais on n'a pas le temps, oui, machin. Non, non, non. On passe, cadrage débordement, avec la ZIP, puisqu'ils ont préparé tout, les dossiers, les trucs, etc. Donc c'est parfait. Le bandeau, on a entendu, pierre angulaire du dispositif. Ben oui, pour construire, il faut quelque chose. Alors jusqu'à présent, on a fait les plans. On peut considérer que c'était un peu long, mais les plans sont faits. Ils sont très détaillés. On commence à construire, on met la pierre angulaire, c'est le bandeau. Ben, parfait, très bien, on y va. Alors, à titre d'exemple, sur ce portail, par exemple, il y a 15 jours, ça a dû vous échapper, il y a eu une succession d'attentats dans l'est de la France. À Strasbourg, à Nancy, à Metz. C'est un exercice, hein, je vous rassure. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on a fait un exercice interzonal de très grande ampleur avec le SAMU de Paris. On a équipé un TGV en sanitaire. Enfin, on a vraiment fait un truc, hein, avec 130 victimes. Et après l'exercice, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est con ? Pourquoi on n'a pas installé le portail avant ? On échangeait des informations par des réseaux radio, par des machins, par tout ce qu'on peut mettre en place. Et je me suis dit, mais attends, le portail, ben oui, on aurait eu le portail. On pouvait échanger des informations sur nos patients en temps réel et informer tout le monde. Donc oui, il faut aller sur ce portail. Il faut impérativement le mettre en place. C'est la première échéance. Il est là. Trop peu de SAMU sont allés le déployer. Pour l'année prochaine, non, pas pour l'année prochaine. Oui, non, pas pour l'année prochaine. Pour décembre, plus de 50% des SAMU devront être sur le portail. Et si le portail, le système de déploiement initial en disant on va passer par les SAMU zonaux, les machins qui déploieront, je m'en fiche. Bon, en plus, je ne suis pas SAMU zonal, alors ça m'énerve forcément. Mais bon, on y va. On demande à la ZIP d'y aller. Moi, je vais leur demander, là, dès la rentrée, après l'été, on y va, on déploie, je m'en fiche d'être SAMU zonal ou pas. Et plus il y aura de SAMU sur ce portail, plus on pourra échanger des informations. Et d'un point de vue bassement matériel, également des informations professionnelles. Ce n'est pas interdit. Donc, on a besoin absolument de continuer. Je suis optimiste, donc clairement, beaucoup plus que l'année dernière. Optimiste mais pas naïf. Le chemin reste difficile, mais c'est sûr que nous sommes sur la bonne voie, c'est certain. Pour ceux qui me voient de temps en temps, j'aime bien toujours terminer mes diapos avec une citation qui a été attribuée, alors on dit probablement à tort, hein, à l'équipe au sol d'Apollo 13. Apollo 13, il y a eu quand même un peu de complications, hein, c'est ceux qui ont failli parvenir. Et la citation qui est toujours mise, c'est « Failure is not an option ». L'échec n'est pas permis. C'est parti, on est en route, on y va. C'est ma maxime maintenant, encore plus concernant SI-SAMU. Donc, Madame la directrice, vous avez le soutien indéflectible, inconditionnel de la communauté des SAMU. C'est parti, on y va, on pousse avec vous dans la même direction.